Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, l'Assemblée nationale a clôturé sa session ordinaire des textes de loi ce vendredi. Le président Claude Kory-Kondiano, qui était très attendu sur la question du référendum par les députés de l'opposition, n'a finalement pas mentionné ce passage dans son discours. Au Soudan, civils et militaires ont trouvé un accord de sortie de crise ce vendredi. La direction du Conseil souverain sera alternée jusqu'à la tenue des élections dans 3 ans. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale a clôturé ce vendredi sa session des lois 2019. Pendant 3 mois, les députés ont examiné et adopté près d'une vingtaine de textes. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef du Parlement guinéen, Claude Kory-Kondiano, qui a finalement déjoué les pronostics de ceux qui pensaient qu'il allait s'exprimer sur la tenue d'un référendum en Guinée. Alpha Ibrahima Touré, reportage. Pendant 3 mois, les députés ont examiné et adopté près d'une vingtaine de textes de loi. L'occasion a été mise à profit par le président de l'Assemblée nationale de revenir sur le déroulement de cette session. Nous avons pu accomplir un travail considérable en adoptant, et cela la plupart du temps, à l'unanimité, tous les textes qui nous ont été soumis par le pouvoir exécutif, tout en veillant à leur qualité. Toutefois, nous devons faire preuve d'humilité en reconnaissant que ce ne sont pas toujours les textes adoptés au cours, tous les textes adoptés au cours de notre législature qui sont sans faute et donc applicables dans la durée. 21 textes soumis au Parlement durant cette session, dont 3 propositions de loi, au nombre desquelles figure le texte sur la parité hommes-femmes, déposé par le Forum des femmes parlementaires de Guinée. Claude Kory-Kondiano en a profité pour saluer ce travail opiniâtre des femmes députées. Le Forum des femmes parlementaires s'est fortement investi dès notre installation pour la monogamie, alors que ce principe existant déjà dans la Constitution de la Première République qui n'avait jamais été abrogée, le Parlement a adopté une loi sur le régime matrimonial dans notre pays en faisant de la monogamie la règle et la polygamie l'exception. De son côté, le ministre conseiller du chef de l'État chargé des relations avec les institutions républicaines, par ailleurs ministre d'État de la Justice par intérim, Mohamed Lamine Fofana a rendu un hommage aux députés pour le précieux travail accompli. Soyez convaincus que le président de la République apprécie à sa juste valeur la qualité de vos rapports de franche et loyale collaboration entre l'exécutif et le législatif, tel que prévu par la Constitution, en ce qui a trait à la gestion commune de l'intérêt supérieur de la nation. Alors que les députés de l'opposition craignaient une annonce relative au soutien ou non de l'Assemblée nationale au projet de nouvelle constitution qui fait débat, le numéro 2 guinéen n'a pas fait allusion à cette question. Quelques députés présents à cette cérémonie de clôture ont réagi au discours du président de l'Assemblée nationale concernant les textes de loi soumis au Parlement. Chacun, en ce qui le concerne, s'est réjoui du discours tenu par Claude Kory-Kondiano. Ils sont au micro d'Alpha Ibrahima Touré. Les statistiques de tout ce qu'on a eu à faire pendant cette session-là, qu'il a eu à nous présenter, et il a encouragé la participation vraiment massive des députés aux différents travaux de commission au niveau pendant cette période de session. Donc je crois que ça a été une session bien remplie. Les députés pratiquement n'ont pas eu de temps, et pour nous-mêmes, et je crois les vacances sont les bienvenues pour que vraiment on puisse prendre un peu de l'air. Oui, ça a été une session très enrichissante. Une fois de plus, la vitalité de la démocratie au niveau de l'hémicycle a fait son chemin, et ça prouve à suffisance que ce n'est pas une assemblée, en tout cas Godéo, à travers la présence de l'opposition républicaine, notamment du bloc libéral-démocrate, l'UFDG de celui d'Alain Diallo. Tant que nous sommes
dans l'hémicycle, le peuple peut savoir que ses intérêts seront défendus bec et ongle. Quitte à ce que nous réussissions ou nous ne réussissons pas, mais nous nous défendrons bec et ongle et ils sauront qui a fait quoi au niveau de l'hémicycle et dans l'intérêt du peuple de Guinée. C'est une session, à mon sens, qui a traité de plusieurs questions qui concernent le genre. En particulier, on a parlé donc de la parité homme-femme. Bon, c'est une loi qu'on a adoptée pendant cette session. Et ensuite, il y a eu, lors du débat d'orientation budgétaire, des discussions très animées par la société civile et les femmes parlementaires sur les mœurs dans ce pays, et en particulier les viols répétés sur des enfants dans ce pays. Et donc c'est un problème de société qui est extrêmement grave. La branche de l'USTG, version Abdoulaye Sow, a tenu une conférence de presse à son siège ce vendredi. Il a été question de sa participation à la conférence internationale du travail qui s'est récemment tenue à Genève en Suisse. Aboubacar Souma et ses collègues ont profité de cette rencontre avec les journalistes pour apporter des démentis sur les déclarations du camp rival dirigé par Abdoulaye Camara et Dame Kadiatou Ba. Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keita pour le reportage. Le premier secrétaire général adjoint de l'USTG, version Abdoulaye Sow, est largement revenu sur la participation de sa centrale syndicale à la conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève. Aboubacar Souma a apporté des démentis sur les déclarations faites par le camp de l'USTG version Abdoulaye Camara. Selon lui, c'est grâce à la CNTG que Dame Kadiatou Ba et son équipe se sont rendus en Suisse. L'invitation de notre parti a été faite, des dissidents là, a été faite par la CNTG. Ils sont inscrits sur la liste de la CNTG, pas sur la liste, n'est-ce pas, en tant que USTG. Donc, n'eût été l'appui de la CNTG, Dame Kadiatou qui se réclame être invitée par l'IE ne serait pas présente là. Pour Aboubacar Souma, Marie-Yvonne Koumbassa est allée à Genève en tant que journaliste. En tout cas, c'est ce qui est mentionné dans la liste provisoire des délégations. Marie-Yvonne, elle est partie, n'est-ce pas, qui est la secrétaire générale de cette branche de l'USTG, est partie, n'est-ce pas, au compte du gouvernement en tant que journaliste. C'est là. Non, tout est là. Tout est là. Tout est compiné dans cette brochure-là. C'est un document de l'OIT. L'une des révélations choc lors de cette conférence, c'est la déclaration d'Aboubacar Souma qui accuse Amadou Diallo d'avoir demandé à la Confédération syndicale internationale CSI de venir en Guinée pour contrer un projet de 3e mandat. Nous sommes là rien que pour défendre les travailleurs, contrairement à la position du secrétaire général de la CNTG qui a déclaré devant toutes les organisations à travers le monde que la CSI n'a qu'à venir pour mettre ensemble le mouvement syndical, pour redynamiser le mouvement syndical en but de contrer le 3e mandat. Mais nous, notre ambition n'est pas politique. Notre position n'est pas politique, nous sommes neutres. La liberté de la presse est-elle menacée en Guinée? En moins d'une semaine, 4 journalistes ont fait l'objet de poursuites et d'acharnement. Le dernier cas est celui de Habib Marwan Camara. Notre confrère de la radio Nostalgie est poursuivi par le directeur national des impôts, Aboubacar Marissa Camara, devant la justice pour des propos diffamatoires en son encontre. Eh bien, le syndicat presse privée condamne cette poursuite qui, selon lui, n'obéit pas aux règles. Mamadou Tanouba. Notre confrère de la radio Nostalgie est poursuivi en justice par le directeur national des impôts. Habib Marwan Camara, un des animateurs de l'émission Africa 2015, fait souvent des révélations sur sa page Facebook. C'est dans ses publications que Aboubacar Marissa s'est vu visé par notre confrère qu'il accuse de propos diffamatoires. Le secrétaire général du syndicat de la presse privée, SPPG, a regretté la démarche du directeur national des impôts qui normalement devait s'orienter vers la HAC.
Nous, du côté du syndicat, on ne s'oppose pas tellement qu'on porte plainte contre les journalistes. Mais c'est du fait que la plupart des plaignants, on ignore l'existence de notre institution, la haute autorité de la communication, qui a une commission disciplinaire dans le conseil normal qui doit statuer sur ces différents problèmes avant de se retrouver au niveau de la justice. Sidi Diallo parle d'un acharnement contre la presse en Guinée. Pour nous, nous parlons d'un acharnement contre la presse guinéenne parce qu'on ne peut pas comprendre à chaque fois qu'un journaliste mène des investigations et que ça touche un ministre d'État ou bien un directeur national ou un DG, directement que ce dernier porte plainte au niveau des tribunaux en passant par le procureur de la République et à la complicité avec certains magistrats. Des fois même, vous trouverez même des journalistes qui se retrouvent même en prison. Vous avez vu le cas de Lansana Camara la fois passée. Le secrétaire général du SPPG et son équipe vont accompagner le journaliste Habib Marouane Camara le 10 juillet prochain au pays de Kaloum pour lui apporter leur soutien et solidarité. Et le cas d'Habib Marouane, nous allons le soutenir parce qu'avant tout c'est un confrère, il était dans l'exercice de son travail, on l'a entendu, il dit qu'il ne se reproche de rien, il a bien fait son travail. Si Paul Pierre n'est pas content, le 10, on sera auprès de notre confrère pour l'accompagner. Sur le continent, après des mois de tension au Soudan, les deux camps civils et militaires se sont finalement accordés sur leur principal point de contentieux. La direction du Conseil souverain sera alternée jusqu'à la tenue des élections dans 3 ans, le fruit d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine. Suivez. Ils sont finalement parvenus à un accord, mais pour combien de temps? Après plus d'un mois d'arrêt, les négociations entre civils et militaires ont finalement abouti. Ils se sont entendus sur un plan de partage du pouvoir, une présidence tournante composée de 6 civils et de 5 soldats. C'est ce que réclamaient depuis le début les manifestants. Cet accord ouvre la voie d'un gouvernement de transition qui va pouvoir mettre en place des réformes sociales, politiques et économiques. Mais la première priorité, c'est la paix et une enquête indépendante pour juger et punir ceux qui ont tué nos martyrs. Début juin, devant le quartier général de l'armée, les militaires se sont attaqués aux manifestants pour disperser leur sit-in. En quelques heures, plus de 100 personnes ont été tuées et les généraux se renvoient encore la responsabilité. Face au tollé international, les militaires ont dû faire des concessions. Nous voulons réassurer tous ceux qui ont participé à cette période de changement, tous les hommes et les femmes, que cet accord n'exclura personne. Les pourparlers ont repris après des manifestations de masse dans le pays pour réclamer aux généraux de céder le pouvoir. Depuis la démission d'Omar el-Béchir en avril, les Soudanais maintiennent la pression pour la mise en place d'un gouvernement civil. Ce nouveau drame de l'immigration au large de la Tunisie, plus de 80 migrants sont portés disparus. L'embarcation pneumatique a pris l'eau quelques heures seulement après son départ d'un port libyen. Seuls 3 survivants ont pu témoigner. Suivez. Des canaux de migrants quelque part en Méditerranée. Des embarcations surchargées à l'équilibre précaire, tout comme celle qui a fait naufrage voilà 4 jours au large des côtes tunisiennes. L'un des 4 rescapés raconte la tragique épopée du bateau. C'était lundi matin. Nous avons quitté Zaoura en Libye pour aller en Italie. Notre chef a vu l'eau monter dans le bateau. À la fin, il y avait 80 personnes dans l'eau, tous les passagers. 4 seulement ont été sauvés. Tous les autres sont morts. L'un des rescapés est décédé depuis lors et un autre est toujours en réanimation selon les sauveteurs du Croissant Rouge tunisien qui sont intervenus les premiers au large de la ville côtière de Zarzis. C'est la surcharge du bateau qui a provoqué le naufrage. Sa capacité était de 40 personnes et il y avait cette fois-ci 86 passagers. En plus, c'était un canot gonflable. Un drame de la mer, un de plus, alors même que 54 clandestins ont pu être repêchés hier in extremis par un bateau humanitaire italien. Rome n'en veut pas, Malte les accueillera, un coup de pouce favorable du destin. Les habitants de la petite île de Makatea en Polynésie française sont confrontés à un dilemme. D'un côté, le maire qui souhaite rouvrir les mines de phosphate pour créer des emplois et de l'autre, il y a les opposants à ce projet qui souhaitent mettre l'accent sur l'écotourisme. Reportage.
Une nature luxuriante, des falaises abruptes, la nature semblait avoir repris ses droits depuis 1966 et la fin de l'exploitation de phosphate, bien que l'atoll emporte toujours les stigmates. Mais un industriel australien cherche à reprendre l'extraction de l'engrais qui avait autrefois fait la fortune de l'île. Un projet soutenu par le maire de l'atoll. Force est de constater qu'il faut passer par une extraction secondaire. Est-ce que c'est le prix à payer? Est-ce que c'est l'effort que chacun doit faire pour que l'histoire soit remise à sa juste place et que nos enfants de demain ne nous reprochent pas de leur avoir rétrocédé un cimetière? L'extraction de phosphate avait défiguré l'île et laissé des trous béants. La plupart des habitants de l'atoll s'opposent donc à la reprise de cette extraction et souhaitent que l'île capitalise sur son potentiel touristique. Les falaises de Makatea, en polynésien rocher blanc, sont déjà des lieux prisés par les grimpeurs. Les espèces endémiques, les plages immenses et les fonds marins sont d'autres arguments en faveur d'un écotourisme sur l'île. Pour les porteurs du projet, industrie et écotourisme peuvent coexister. Mais des habitants alarment sur les technologies utilisées et sur les failles du code minier. Oui, il y a une chose qui nous inquiète, c'est ce code minier qui précise que le concessionnaire de phosphate est limité effectivement sur la surface, mais n'est pas limité sur la profondeur. Un combat écologique qui n'est pas gagné d'avance. L'écotourisme ne rapporterait pas autant à l'atoll que l'exploitation du phosphate. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et à très vite sur Gangan TV.